bien, donc on va terminer les journées. Alors, j'ai essayé de faire une conclusion à partir de ce que j'ai écouté depuis hier, prenant des notes et puis essayant de les remettre ensemble. Alors j'ai eu la malencontreuse idée, pour rendre service à l'organisatrice, de lui donner mon diaporama avant midi, enfin ou juste après. Et du coup, il faut que je revoie un petit peu la dernière diapo, mais vous verrez, c'est pas très grave. Donc les conclusions de ces journées. Alors, peut-être un petit rappel déjà avec ce qui a été raconté hier matin. Enfin, on est dans une situation en Europe où on est très pauvre en légumineuses de façon générale, qu'elles soient fourragères ou à graines. Je vous ai remis ici quelques chiffres qui avaient été donnés par Corinne Perronnet hier. Et surtout, je voulais vous rappeler, ok, il y a 1,8% des surfaces, donc c'est pas grand-chose. Et si on regarde ce qui se passe en France, on n'a pas toujours eu des situations aussi faibles qu'aujourd'hui. Hein. Remettez-vous dans les années, alors pour les plus vieux, hein, mais dans les années 90, vous voyez, la production de pois en France, il y avait 700 000 hectares de pois, les cochons mangeaient 400 000 tonnes de protéines de pois. Enfin, c'était énorme. Hein. Et ils ne le font plus aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'y en a plus sur le marché. Donc, il faut en reproduire. Et vous voyez, les surfaces en légumineuses, bah, c'est encore pire. Hein. Il y avait encore 300-400 000 hectares de sainfoin dans les années 60, début des années 60, il n'y a plus rien aujourd'hui. La luzerne a beaucoup disparu, même si on vient de dire qu'elle reprend un petit peu. Et en même temps, on est passé de 0 à 1,5 million ou 1,4 million hectares de maïs. Alors si on fait un petit calcul à partir de ces données-là, en fait, la production de protéines en France, on est passé sur les matières protéiques riches en protéines de 1,7 à 1,4, Oléopro, tourteau, plus des graines de protéagineux, et puis sur l'ensilage de maïs et prairies artificielles, le shift de l'un vers l'autre, ça veut dire qu'on est passé de 2,2 à 1,7. Donc une diminution importante de notre production. Alors, dans le même temps, on a produit à peu près autant, ou si ce n'est plus, de lait et de viande. Donc l'autonomie au sens combien j'ai produit sur place au niveau de la France pour ce que j'ai produit de protéines pour ce que j'ai produit d'aliments, ben, ça a diminué et donc on a importé du soja. Et en gros, la diminution du poids, ça s'était traduit dans les vaches porcins. Je remplace 1 kg de poids par 900 grammes de 850 grammes de blé et 150 grammes de tourteau. Alors, ce qu'on a entendu aussi au cours de la journée, de ces 2 journées, c'est beaucoup d'atouts des légumineuses, au sens large, atouts au niveau agronomique, au niveau émissions, au niveau résilience des systèmes, ça a été quand même questionné, et au niveau sécurité, société d'une façon générale, j'y ai mis l'éleveur. Alors au niveau agronomie, c'est la fixation d'azote, ça c'est clair. Une luzernière qui produit beaucoup fait rentrer 250 à 300 kg d'azote à l'hectare quand même, hein, c'est assez considérable. Économie d'énergie fossile, on vient de dire tout à l'heure sur les aspects engrais minéraux notamment, qui sont utilisés. Rendement de la culture suivante, là avec les arrière-effets, ça a été mentionné aussi ce matin, biodiversité cultivée. Le deuxième point sur les émissions, ça a été mentionné un peu cet après-midi dans les exposés, moins de N2O, alors on ne l'a pas vu, mais il y a aussi moins de méthane dans le rumen avec des rations riches en légumineuses, stockage de carbone sous les prairies, moins de NH3 si on est au pâturage, ce n'est pas forcément spécifique aux légumineuses, et les risques de fuite de nitrate, par contre, qui peuvent augmenter un peu. La résilience, c'est quand même, même si c'est pas si facile que ça à démontrer, si on produit localement, quelque part, on est moins dépendant des marchés, donc peut-être qu'on est moins sensible à une augmentation forte des prix. Et puis, les légumineuses ont des atouts sur les adaptations au changement climatique, les grandes légumineuses étant quand même avantagées avec des enracinements profonds, même si ça reste un peu relatif, ça a été évoqué ce matin. Et puis, il y a les mélanges MCPI qui ont la bonne idée de produire quand il y a encore de l'eau. Et puis sur les aspects société-éleveur, l'autonomie protéique, c'est des productions sans OGM, c'est du local, c'est traçable, et puis c'est censé réduire les coûts de production, peut-être d'accroître le revenu, ça a été discuté cet après-midi plus ou moins, et puis les questions quand même de travail qui ressortent. Alors tout le travail Cap Protéines a été, en fait, c'est quelque chose qui s'est mis en place dans le cadre d'une stratégie nationale protéique, hein, c'est ça l'objectif.
Alors cette stratégie nationale, elle met en fait beaucoup l'accent sur il faut qu'on mange plus de protéines, c'est très bien pour notre santé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut avoir en tête quelques ordres de grandeur, parce que parfois on dit des choses et en fait c'est pas vraiment une solution, quoi. Alors, nutritionnellement, ça en est une, mais dire qu'on va passer de 1 à 5 grammes de protéines de légumineuses à graines par habitant et par jour, en gros, il faut qu'on produise 96 000 tonnes de protéines pour nous nourrir, hein. Nos estomacs, ils ne sont pas extensibles, donc ça veut dire 200 300 000 hectares à la louche. Face à 10 millions ou 11 millions d'hectares de céréales, on ne va pas changer les rotations avec notre estomac. C'est les animaux qui peuvent changer les rotations. Et en fait, la stratégie protéinique nationale, donc là c'est les données, j'ai repris, il y a les données de l'IDRI ou de Terre Innovia, elles sont un petit peu différentes, mais enfin bon, en gros ça converge quand même. Vous voyez les évolutions de surface qui sont prévues, en gros c'est un doublement des surfaces en pois, en soja, en févrole. On augmente aussi beaucoup le pois chiche, mais là vous voyez, c'est la taille de notre estomac, hein, vous voyez les échelles. Hein. Bon, en gros c'est 530 000 tonnes de protéines qui pourraient être produites en plus, versus 100 000 tonnes pour la nutrition humaine, bon, c'est 400 000 tonnes pour les animaux, quoi. Et en fait, c'est ce que mangeaient les cochons dans les années 90. C'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce programme-là, en fait. Hein. Alors, le projet Cap Protéines, c'est ce qu'on a travaillé depuis 2 jours, et donc c'était accroître la production de protéines fourragères et de protéines de graines pour nourrir les animaux. Alors dans cette production, là aussi, c'est toujours bien d'avoir un peu en tête des ordres de grandeur, parce qu'on ne les a pas toujours finalement, parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on est amené à manipuler très souvent. Si on met d'une échelle de 0 à 2 tonnes de protéines à l'hectare, vous voyez, la plante qui produit le plus de protéines, à part le soja, c'est le blé. Et en fait, la France, elle exporte des protéines, elle est plus qu'autonome en protéines. Où elle est faible, c'est en matière première riche en protéines. Et vous voyez que les rendements du pois, du colza ou du tournesol sont quand même en dessous de 800 kg de protéines à l'hectare. Alors le colza et le tournesol, ils font un effort de produire de l'huile en plus. Et puis le pois, il produit de l'amidon. Par contre, on voit bien, et c'est le changement, que dès qu'on s'intéresse à des fourragères, alors j'ai mis la luzerne, mais mettez trèfle violet, tout pareil, hein, ou les prairies, c'est les résultats qui ont été présentés hier aussi, on voit qu'on est entre 1 et 2 tonnes, voire parfois un peu plus, de protéines à l'hectare. Donc on voit bien tout ce qui a été dit en fait sur l'importance des fourrages pour l'autonomie protéique. On produit de la protéine à l'hectare avec les fourrages. Hein. C'est quand même la voie majeure. Même si, bien sûr, les protéagineux, c'est intéressant, notamment dans les filières aussi de monogastrique. Alors, pour essayer de remettre un petit peu en perspective tous les résultats qui ont été présentés là, au cours de ces 2 journées, j'ai refait un petit cercle. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les approches un peu plus circulaires, de recyclage aussi. En fait, on a des troupeaux, hein, des vaches, des cochons, des poulets, qui produisent du lait, de la viande, des coproduits. J'ai mis un petit sac en cuir parce qu'on oublie un peu trop qu'on produit des coproduits aussi, et puis du méthane, méthanisation, et puis on nourrit le sol, le rôle de l'élevage. Alors pour faire ça, l'élevage, beaucoup quand même, depuis l'intensification, on est allé avec de plus en plus des cultures annuelles et des importations de soja. Culture annuelle que j'ai symbolisée par du maïs, mais ça peut être du blé, et c'est des cultures, des surfaces qui sont dédiées à l'alimentation animale. Alors, pour ce qu'on a montré pendant ces 2 jours, c'est qu'on peut déjà, à ce niveau-là, réduire l'utilisation du soja, ça a été rappelé hier, en visant une efficience maximale des troupeaux. On revient sur la discussion aussi de réduire un peu les effectifs d'animaux improductifs, etc. Et puis mieux calculer les rations, peut-être faire travailler l'animal, pas complètement à son maximum, mais à son optimum d'efficience protéique. Bon, on a parlé de trucs compliqués, PDI par UF, etc. Je vous renvoie au papier d'hier. Deuxième niveau d'approche, c'est de travailler sur la prairie. Ça a été rappelé en permanence. Alors, soit des prairies multi-espèces, soit des prairies artificielles. Donc, j'aime pas bien le mot artificiel. Il faudrait bien qu'on trouve un autre mot que ça, quand même, pour la luzerne ou le trèfle violet. Donc, c'est des prairies qui permettent de faire un fourrage qui, en fait, n'est pas un fourrage, c'est une ration, contrairement à l'ancienne analyse. C'est une ration complète, hein, l'herbe. Surtout quand il y a des légumineuses dedans.
Les prairies artificielles, c'est aussi des bons compagnons de l'ensilage de maïs, qu'elles soient ensilées en foin ou déshydratées. Et ça marche très bien. Les rations américaines, elles sont toutes maïs-luzerne, pour la plupart. Ils font beaucoup de lait par vache, sûrement de trop d'ailleurs. Il y a un retour sur des pratiques pour mieux valoriser les prairies. Ça, il y a eu pas mal de présents. Enfin, hier, ça a été rappelé. C'est pas si simple que ça de valoriser la prairie, mais on sait faire quand même. En tout cas, on a des bonnes pratiques à mettre en œuvre qui ne sont pas toujours mises en œuvre, mais on peut progresser au niveau des élevages. Et puis, on a rappelé aussi ce matin tout ce qui tourne autour de la sélection de ces espèces pour les améliorer sur différents types de critères. Le troisième point, c'est les cultures d'association, donc les mélanges céréales protéagineux immatures, avec des rendements qui sont souvent élevés. Je rappelle que ça, en plus, c'est des plantes c'est des cultures qui poussent en sortie d'hiver, au moment où normalement on a encore un peu d'eau. C'est une bonne manière d'intégrer, ça a été dit hier, c'est une bonne manière d'intégrer les protéagineux dans l'exploitation. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile de faire une culture de pois, mais une association protéagineux où il y a du pois avec des céréales. C'est intéressant, et puis c'est double finalité. On en fait de l'ensilage si on a besoin, et puis on fait de la graine si on a assez de fourrage. Donc c'est une sécurité, un peu comme l'ensilage de maïs. On en sème souvent plus que ce qu'on a besoin, parce que si ça pousse pas bien, on a ce qu'il faut, et puis s'il y en a de trop, on fait du grain. Les MCPI, c'est un peu ça. Donc c'est très intéressant, ça donne une souplesse quand même. Et puis le dernier point qui a été bien discuté au cours de ces 2 jours, c'est les cultures qui sont à double finalité, toujours dans cette idée d'éviter une compétition entre l'alimentation humaine et l'alimentation animale, de s'affranchir un peu du discours « ouais, mais les animaux utilisent trop de surface », si sur une surface on arrive à faire 2 produits en même temps, c'est plus intéressant. Alors 2 produits en même temps, ça peut être de l'huile et des protéines, donc j'ai mis un champ de colza, et puis il reste aussi les cultures annuelles de protéagineux. Et là, je vous ai mis quelques ordres de grandeur qui sont dans les textes, combien on peut remplacer, combien il faut de graines de protéagineux ou de tourteaux de colza pour remplacer 1 kg de tourteaux de soja. Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien connues. Je dirais, il n'y a qu'à le faire, on sait faire. Et puis, on peut toujours améliorer les valeurs des graines, améliorer leur teneur en PDI avec le tostage ou des traitements d'extrusion. Donc tout un panel de plantes, de façons de les mettre dans les rotations qui permettent de progresser. Alors en fait, ça ne se fait pas bien. On saurait faire, on a bien vu les résultats qui ont été présentés. C'est un peu connu quand même, sauf que ça ne se fait pas. Alors pour que ça se fasse, il y a plusieurs leviers. Alors je vais pas... Il y en a quelques-uns qui ont été abordés, il y en a d'autres qui n'ont pas été abordés, mais qui méritent qu'on s'y attelle un petit peu. Il y a la politique agricole commune. Alors le bon côté des choses, c'est que la PAC met 25% de plus d'aide couplée sur les protéines. C'est bien. Et puis il y a la déclinaison française de la PAC, puisque maintenant la politique agricole commune, elle est de moins en moins commune et de plus en plus nationale. Alors, au niveau français, il a été décidé un accroissement des budgets d'aide couplée liés au premier pilier, qui va passer de 155 à 236 millions d'euros entre 2023 et 2027. Alors ça, c'est le côté pile, c'est vachement sympa. Et vous voyez qu'en 2023, le niveau d'aide, c'est 140 euros par hectare pour les légumineuses, 150 pour les fourragères. Les fourragères, c'est les prairies qui ont plus de 50% de légumineuses. Donc on peut toujours discuter comment c'est mesuré et comment on va toucher l'aide. Mais il ne faudra quand même pas trop augmenter les surfaces durant de la PAC, parce que la somme totale passant de 155 à 236, si on double les surfaces, on touchera moins par hectare. Donc, ça, c'est le côté face. Et c'est clairement insuffisant pour être très incitatif. Franchement, je resterai allié. Je garderai mes aides historiques et je ne passerai pas de 1 hectare de blé en 1 hectare de pois, en plus avec les difficultés de culture qui sont derrière. Ensuite, un deuxième groupe donc là, il y a la PAC, il faut quand même le retravailler. Alors, elle fait quelque chose, donc c'est mieux que rien, mais ça ne sera pas suffisant.
Ensuite, il faut développer les chiffres que je vous ai donnés, c'est ceux qui ont été présentés par Boris Duflo hier. Les réalités des marchés aussi, qui rend aussi quand même difficile certaines évolutions. Alors ça n'a pas été trop mentionné dans les journées, mais quand même, je vous en dis deux mots. Le problème du prix, de la disponibilité et de la qualité du tourteau de soja, c'est tellement une plante merveilleuse quand même en termes d'aliments pour les animaux, disponible très facilement. Quand il y a un bateau qui arrive, vous discutez avec les fabricants d'aliments, c'est rêvé le soja, c'est un flux continu, je commande ce que j'ai besoin, je fais mon aliment, j'en recommande. C'est beaucoup plus compliqué dès qu'on passe à des cultures pois, févrole, où on n'est même pas sûr qu'il y a du stock, etc. Alors j'ai mis un moins parce que du coup ça va être difficile d'agir. Le deuxième point sur lequel il va être difficile d'agir, c'est qu'il n'y a pas de débouché pour les protéines des graines, oléoprotéagineuses, tant qu'il n'y a pas de débouché pour l'huile. C'est l'huile qui fait la valeur de la graine, sauf pour le soja. Mais 70% de la valeur du colza et du tournesol, c'est l'huile. Le tourteau est vraiment le coproduit. Alors, c'est bien et c'est mal, mais la question qu'on peut se poser, c'est demain dire on va remplacer le tourteau de soja par du tourteau de colza, ça existera tant qu'il y aura du colza pour faire de l'huile. Demain, tout notre parc de voitures sera électrique, on n'aura plus besoin d'huile pour transformer en carburant pour mettre dans les moteurs, il y aura moins de colza. Il faut intégrer, donc, penser l'élevage, mais penser l'élevage à côté des autres filières aussi, quelque part. Puis par contre, le point sur lequel on peut jouer, c'est pour l'instant, c'est une logistique complexe quand même. C'est protéagineux, c'est des petits volumes par rapport aux céréales. Donc ça veut dire que les coopes qui s'investissent là-dedans, il leur faut des petits silos, il faut investir. Mais là, pour le coup, les aides de l'État peuvent aider à des investissements si on va vers des systèmes plus vertueux. Donc là, j'ai mis plutôt un plus. Puis le deuxième point, ça a été quasiment la dernière question avant qu'on rentre dans la conclusion, c'est qu'il faut convaincre les agriculteurs, quoi. C'est ça le plus difficile. Il ne suffit pas de s'agiter sur son siège pour que ça bouge. Donc il y a du chemin qui a été parcouru, là aussi, quand même. Enfin, je veux dire, André Fimelin, il n'est plus là, quoi. Mais depuis ses premiers travaux sur Brégras trèfle blanc en Bretagne dans les années 80, aujourd'hui, on est bien dans les prairies multispécifiques, et je pense qu'il n'y a plus beaucoup de surfaces qui sont semées en graminées pures, en prairies. Il y a un regain d'intérêt pour la luzerne, on vient d'en discuter, là, dans les cadres des démonstrateurs territoriaux pour France 2030, il y a un projet, c'est pour ça que je posais la question en fait, il y a un projet d'usine de déshydratation pour remettre de la luzerne dans la région de Saint-Brieuc. Voilà, donc on voit revenir de la luzerne dans des systèmes ruminants dans le Grand Ouest, entre autres. Ce qui veut dire que la luzerne ne sera pas que dans la Marne pour être importée, déshydratée en camion, elle peut se faire aussi sur place. Et puis je pense qu'il y a vraiment besoin quelqu'un parlait de discussion entre pairs tout à l'heure, je pense, il y a vraiment besoin de décrire, analyser au sens et diffuser des démarches de filières ou de territoires, les deux étant souvent croisés, qui sont innovantes et intéressantes. Bon, on a eu un bel exemple ce matin, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est dans quel cas, ou comment, ou qu'est-ce qui peut être réplicable dans cet exemple-là, qui serait à mettre dans le Grand Est, ou je ne sais pas où, en Bretagne, ou en Normandie, peu importe. Donc je pense que ce côté valeur par l'exemple est important, il faut vraiment recenser ces initiatives qui marchent et de les analyser pour voir en quoi elles sont réplicables. Et puis du coup, ça amène les gens à réfléchir. Et puis, il y a la puissance publique. Il faut être honnête, si on fait peu de légumineuses en France, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de vraie, véritable volonté politique pour qu'on en fasse. Moi, je ne sais pas, c'est mon 5e, 6e, 7e plan protéique que je connaisse, que j'ai entendu parler. Bon, on peut espérer que ce coup-ci, ça va bouger plus, mais... Bon, il n'y a pas eu de volonté pour des tas de raisons, y compris le commerce international, avec des accords qui ont été faits dans les années 60, et puis le GATT après, c'est aux Américains le soja, et du coup c'est devenu brésilien, et puis à nous le blé, quoi. Donc c'est quand même difficile de revenir sur ces accords-là. Alors, quelques messages pour conclure la conclusion. Déjà, je voudrais remercier les organisateurs, parce que ça a vraiment été des journées très bien organisées, avec bien de belles interventions. Donc merci aussi aux gens qui ont préparé leurs interventions. Moi, j'ai été passionné par tout ce que j'ai entendu au cours de ces 2 jours. Non seulement ça
Ça amène des informations, mais ça pose aussi des questions. Hein. C'est quoi l'autonomie protéique finalement? Comment on la mesure? Hein? Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Hein. Quand on parle de concentré, c'est combien je fais de concentré par litre de lait. On pourrait dire combien j'ai acheté de protéines pour faire mes litres de lait. Ce serait une façon toute simple de raisonner là, sans se poser de questions. Oui, je dirais pas comme Aurélie Chirac, parce que je vais mal dire. Deuxième point, on a eu un point exhaustif et à date sur les connaissances techniques. Alors, quand même, j'ai eu le sentiment, alors même si, alors justement, c'est là où je commence à avoir des diapos que j'ai donné un petit peu trop tôt, parce que je n'ai pas eu les 3 derniers exposés, mais on a quand même beaucoup raisonné à l'échelle de l'exploitation et pas trop à l'échelle du territoire. Alors, bon, il se fait des choses en France, hein, je le sais, mais il faudra qu'on capitalise sur ce qui se fait à l'échelle du territoire et pas penser que l'autonomie, c'est qu'à l'échelle de son exploitation ou de son atelier. On a vu de nouvelles références techniques qui sont arrivées, ou des confirmations des plus anciennes. Hein. Bon, moi, j'ai retrouvé, alors ça, c'est toujours les vieux cons qui disent ça, mais moi, déjà, dans les années 90, j'avais des trucs, j'avais à peu près le même exposé. Hein. On relit les papiers d'Oden sur l'utilisation du poids en vache laitière. On n'a rien fait de plus depuis. Mais bon, il y a eu des choses nouvelles qui sont arrivées quand même. Et puis, il y a des ouvertures sur le futur, alors avec pas mal de choses sur les légumineuses de demain, hein, l'exposé de Bernadette ce matin, c'est assez fantastique de voir qu'une plante qu'on pensait avoir bien connaître d'un point de vue génétique comme la luzerne, ben finalement non, il y a plein de choses à découvrir, et c'est pas vrai que pour la luzerne, donc voilà, ça ouvre des perspectives. Et puis on a vu des filières locales innovantes, bon, l'exemple de l'Occitanie ce matin, voilà. Et puis, peut-être un des messages quand même, c'est que quand on est dans le monde des ruminants, les légumineuses, ça sera quand même d'abord les fourragères, parce que c'est pareil qu'on peut mobiliser des surfaces importantes et avec des rendements en protéines élevés, hein, entre 1 et 2 tonnes par hectare, c'est beaucoup plus que les graines. Donc les vaches laitières, ou les bovins viande, ou les ovins, ou les caprins, c'est important. Il y a plusieurs leviers pour améliorer leurs utilisations. Alors il y a les associations de culture dans les rotations, donc prairies d'association, prairies artificielles, céréales protéagineux immatures. On n'a pas parlé de maïs associé à des légumineuses, c'est peut-être des choses qui peuvent se repenser aussi. D'autres que je n'ai pas mentionnées, culture intermédiaire par exemple. Et puis, il y a alors, on n'a pas trop parlé de conservation des fourrages aujourd'hui. Pourtant, les légumineuses posent quand même des problèmes à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être des choses à regarder un petit peu. Et puis, on a discuté sur les nouvelles variétés en fonction de nouveaux phénotypes qui pourraient apparaître importants, notamment avec le changement climatique. Et puis, les légumineuses à graines contribuent aussi à l'autonomie des élevages de ruminants, mais elles ont aussi un rôle particulièrement important pour les élevages de monogastriques. Par contre, si on veut changer vraiment les systèmes agricoles, c'est quand même les légumineuses fourragères qui sont importantes, parce que quand même, un des problèmes avec les légumineuses à graines, c'est non seulement elles ont un rendement pas très important, très fluctuant, c'est compliqué, mais en plus, c'est des plantes qui vont augmenter les IFT par rapport aux céréales. Hein. Donc, c'est pas que du bonheur. Les fourragères, elles sont pas, qu'elles soient de la luzerne, c'est pas, ou du trèfle ou des mélanges, il n'y a pas de traitement. Donc, le fait de les développer en substitution d'une partie du maïs, ça ne peut être que bon, ou de céréales peut-être même, ça ne peut être que bon pour les traitements phyto. Alors, quelques messages pour conclure. Alors, désolé pour les 3 exposés de cet après-midi, parce que ça, vraiment, c'est la diapo que j'ai fait avant de vous écouter. Globalement, je trouve quand même, malgré les 3 exposés de cet après-midi, on a une approche quand même un peu parcellisée et on a besoin d'intégrer les acquis. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été présentés au niveau de l'animal, de la parcelle. Alors, je disais, il faut vraiment qu'on se lance dans de la simulation de système. Alors, on en a vu un petit peu cet après-midi, mais c'était de la simulation, mais c'était plutôt, on part d'un cas concret, et puis on dit, eh bien, si dans ce cas-là, je fais quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Et on reste quand même à l'échelle de l'exploitation. Et je ressors de cette réunion, demain, il y a des enjeux forts, par exemple, sur les gaz à effet de serre de l'élevage de ruminants. Bon, on peut en parler et dire ce qu'on veut, c'est de la connerie ou pas, mais en tout cas, n'empêche que il va falloir baisser de 50% les émissions du secteur agricole, donc des ruminants, d'ici 2050. Pour l'instant, la seule voie qui est évoquée par plein de scénarios, c'est de baisser le nombre de ruminants. Mais avec tout ce que les légumineuses peuvent faire gagner en termes de GES, notamment en termes de méthane dans le rumen, mais aussi de protoxyde d'azote, puisqu'on se passe d'engrais azotés, on aurait besoin, avec toutes les connaissances qui ont été accumulées, tous les résultats qu'on a depuis
ont été présentés, de se faire quand même quelques simulations à des échelles un peu macroscopiques. Qu'est-ce qu'un développement important des légumineuses dans l'agriculture française ferait sur les élevages de ruminants et en particulier de bovins? Qu'est-ce qu'on gagnerait comme gaz à effet de serre? Je pense que ça c'est important parce que sinon, ça sera seule solution, ça va être soit des additifs dans le rumen, bon, ok, soit c'est réduire le nombre de vaches. Alors si c'est réduire les animaux improductifs, c'est très bien, mais ça va aller bien au-delà de ça. Et puis derrière ça, c'est aussi de regarder bien sûr qu'est-ce qu'on produit par hectare, parce qu'il y a aussi cette compétition sur les surfaces, et puis les aspects coûts de production, et puis résilience, hein, c'est compliqué, mais ça va être guère qu'avec la modélisation qu'on va pouvoir travailler sur des résiliences à partir de cas qui seraient simulés dans des scénarios climatiques sur 20 ou 30 ans, par exemple. Alors oui, j'avais quand même mis quelques contributions montre la voie, donc voilà, c'est quand même lancé, mais je pense qu'il faut franchir une étape là-dessus. Et puis, le dernier point, c'était penser les légumineuses au cœur, enfin, au cœur des territoires, et qu'est-ce que ça ouvre comme degré de liberté, c'est-à-dire les légumineuses entre céréaliers et éleveurs. Et puis, sur d'autres territoires, c'est légumineuses entre porcs et ruminants. Il y a des choses intéressantes qui se font au Danemark sur l'utilisation de la luzerne en élevage porcin. Bon, ça peut être aussi des approches intéressantes à regarder. Et puis, le dernier point, c'est est-ce que la FPF, finalement, ne pourrait pas contribuer un peu à la décision publique, peut-être modestement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur comment les prairies pourraient être classifiées pour imaginer un soutien aux prairies riches en légumineuses avec un critère qui serait compréhensible par un politique. C'est-à-dire, dites pas allez dans le champ, faites des carrés de 30 sur 30, 100 carrés à l'hectare, et puis on va compter combien il y a de brins de luzerne, de trèfle ou de je ne sais quoi. Donc des approches très macro qui seraient quand même pertinentes d'un point de vue agronomique et qui permettraient à la puissance publique de dire finalement, je donne tant d'euros à tel hectare de prairie parce qu'il a tel critère. Tel critère qui peut être, il est plus fertilisé, mais productif. Enfin, voilà. En tout cas, c'est à réfléchir et ça peut être une des contributions de la FPF. Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure. Merci.